Bien, bonjour à tous. Au nom des trois associations dont je fais partie et que je vais brièvement mentionner, un grand merci à la mairie du 20e et à l'équipe technique du pavillon Carré de Baudouin où nous nous trouvons actuellement. Alors, trois personnes nous ont constamment accompagnés au cours de ces derniers mois. Claire Goffo-Espejo en tant que coordonnatrice du projet, Elsa Morinet pour les balades que nous proposons et Marie Ménard pour l'organisation des conférences. Celle-ci d'aujourd'hui n'aurait pu avoir lieu sans sa patience, sa gentillesse et son professionnalisme. Alors la première des associations que je présente est la plus importante, est les Amis de la Commune de Paris 1871. Elle apparaît en 1882 avec le retour des déportés de Nouvelle-Calédonie. Elle est sans doute la plus ancienne des associations ouvrières de Paris, encore en activité. Alors beaucoup d'historiens prestigieux, beaucoup de liens avec la province, car il y a eu de nombreuses communes hors Paris. La seconde des associations, donc, dont je suis président, est Printemps 1871. Son siège et la plupart de ses actions sont dans le 20e arrondissement. Elle existe depuis 2017. Encore plus récente, la troisième association Faisons vivre la commune se veut éphémère. Sa création est liée à la commémoration du 150e anniversaire et j'espère évidemment que son existence se poursuivra au-delà. Alors deux mots sur notre association Printemps 1871. Voici, voilà. Alors, mes remerciements déjà à Pierre Montel, notre trésorier, plasticien, organisateur, et à Pascal Brun, largement sollicité pour ses compétences en histoire de l'art. Elle interviendra sur Gustave Courbet quand les circonstances le permettront. Les deux liront des textes. Nous proposons essentiellement des balades et des conférences. Notre site est printemps 1871 wordpress.com. Donc on a ici notre association et ici les Amis de la Commune. Et ici sur la banderole, vous voyez, Faisons vivre la commune. Voilà. Dans nos interventions, nous convoquons aussi bien les acteurs de la commune que d'autres qui ont pris leur part dans l'événement ou nous en disent quelque chose. Nous ne sommes pas des historiens, un historien fouille les archives. Pour notre part, nous nous nourrissons des travaux des historiens. Nous ne sommes pas davantage des professeurs et encore moins des juges qui seraient capables de dire ce que la commune a fait de bien ou de mal. Nous voyons la commune comme un projet de société interrompu, mais qui persiste à fédérer, qui interroge notre présent et nous parle d'un avenir possible et souhaitable, nous le pensons. Nous l'abordons également à travers les arts, la littérature et la poésie, dont une épopée de plus de 17 000 vers que je lui ai consacrée. Évidemment, et particulièrement à Belleville, dernier rempart de la commune, la semaine sanglante est un drame majeur. Pour autant, n'accéder à la commune que par cet aspect nous semble injustement réducteur. La commune est riche de son œuvre et c'est ce qui nous intéresse avant tout. Que nous apprend-elle de nous et de l'humain? Tel est notre sujet. Alors en introduction, il est clair que ce préambule n'est pas indifférent concernant notre manière d'exposer le sujet. Nous allons bien parler des origines de la commune, mais nous chercherons à ne pas être trop restrictifs sans prétendre être exhaustifs pour autant, ce qui dépasserait évidemment le cadre de cette conférence. Alors pour autant, il apparaît que ceux qui ont vécu la commune l'ont gardé en mémoire comme l'événement le plus marquant de leur existence. Il s'agit bien d'un moment épique de l'histoire. Nous tenterons d'éclairer quelques bribes. Parler des origines, c'est parler de ce qui vient avant, évidemment, mais est-ce parler des causes? Et est-ce expliquer la commune? Comme si l'histoire n'était qu'une prophétie inversée. Se référer à l'histoire est nécessaire, mais non suffisant. Le plan que nous allons adopter est le suivant. D'abord, 1. Les origines de la commune à travers la succession des faits. 2. Les origines de la commune à travers ses protagonistes. Enfin, 3. Comment parler des origines de la commune. Alors 1. Les origines de la commune à travers la succession des faits. En général, les origines de la commune sont traitées comme une succession de faits qui vont conduire à une insurrection populaire le 18 mars 1871. Et cette insurrection populaire va s'organiser à la suite d'élections en commune qui sera proclamée le 28 mars. Alors, historiquement, c'est juste, mais ça risque de faire de la commune un épisode de la guerre franco-prussienne ou un accident des débuts de la Troisième République.
Elle serait donc un événement inscrit dans un temps particulier et dont la tragédie expliquerait l'importance qu'elle a encore de nos jours, alors que sa durée n'a été que d'un peu plus de 2 mois. Traversons rapidement les mois qui précèdent la Commune. Le Second Empire est un régime corrompu, de plus en plus discrédité. Il cherche à se maintenir et il emploie 2 méthodes classiques. Un plébiscite avec des journalistes à la botte du pouvoir, le 8 mai 1870, nous y reviendrons, puis une guerre déclarée à la Prusse le 19 juillet 1870. Cette guerre est très mal préparée. Elle se solde le 2 septembre 1870 par la défaite de Sedan et Napoléon III se rend à l'empereur allemand. Alors voici donc la présentation de Napoléon avant la guerre, puis après la guerre, il est représenté en âne, quoi, voilà. La République, c'est évidemment la même image qui est inversée. La République est aussitôt proclamée à Marseille et à Lyon le 4 septembre. À Paris, elle est proclamée, enfin, on essaye de la proclamer au Palais Bourbon. Le Palais Bourbon est envahi, mais c'est à l'Hôtel de Ville que la République est proclamée par Gambetta à la même date. Alors notons les ambiguïtés de cette proclamation, puisque plusieurs mois plus tard, le 10 mars 1871, Thiers tergiversera sur la forme du gouvernement, instaurant un statu quo institutionnel entre monarchistes et républicains, le fameux pacte de Bordeaux. On voit ici Adolphe Thiers. L'installation de la République du 4 septembre n'est donc pas évidente d'emblée, et l'inquiétude d'un retour à la monarchie reste particulièrement fondée. De fait, le premier président de la Troisième République sera un orléaniste, Thiers, et le second un légitimiste, MacMahon. Nous reviendrons un peu plus loin sur les orléanistes et les légitimistes. Voici MacMahon. Le 4 septembre se met en place un gouvernement dit de défense nationale que Marx va qualifier de défection nationale. Tant ce gouvernement apparemment républicain se trouvera, et de plus en plus au fil des mois, davantage en guerre contre la population ouvrière de Paris que contre les Prussiens, plus inquiet des rouges, des partageux, que de l'envahisseur. Alors sans doute un phénomène analogue eut-il lieu en 1936 contre le Front populaire, quand les classes privilégiées pouvaient d'une certaine façon se montrer rassurées, entre guillemets, par la montée du fascisme. Alors le soir même du 4 septembre, les classes populaires se mobilisent en vue d'appuyer le gouvernement de la défense nationale. Il s'agira bientôt de le contrôler puis de le contester. La Chambre fédérale des sociétés ouvrières réclame des élections municipales immédiates, la suppression de la police d'État, la liberté de la presse, celle de réunion et d'association, l'amnistie politique, la levée en masse de tous les Français. Bref, elle réclame la République dans les faits. Alors voici quelques jours plus tard donc l'affiche du comité central républicain des 20 arrondissements. Une réunion donc de 500 délégués pose, je cite, « Il faut organiser sur le champ des comités républicains dans chaque arrondissement. Chaque arrondissement déléguera 4 de ses membres pour former un comité central. » Fin de citation. Ainsi naît le comité central républicain des 20 arrondissements, dont l'importance sera majeure pendant toute la période qui précède la commune. Et beaucoup de ses membres seront élus plus tard au conseil de la commune, dont Cluseret, Johannard, Lefrançais, Longuet, Malon, Pindy, Ranvier, Vaillant, Vallès, etc. C'est un véritable programme politique qui se dessine en 4 points. Alors, ces 4 points sont des mesures de sécurité politique, la subsistance et les logements, la défense de Paris, la défense des départements. Ce programme va se développer dans les jours qui suivent. Les annonces sont faites par voie d'affiche que les citoyens lisent à haute voix pour que le contenu soit accessible à tous. Évidemment, tout le monde ne sait pas lire et écrire à l'époque, donc c'est pareil pour les journaux. Celui qui sait lire achète un journal et le lit aux autres, quoi. Et là, c'est pareil également pour les affiches. Alors le premier point de l'affiche du 14 ou du 15 septembre 1870, qui parle de la sécurité publique, c'est une préfiguration de la commune. Je cite, « Supprimer la police telle qu'elle était constituée sous tous les gouvernements monarchiques pour asservir les citoyens et non pour les défendre. » Ça peut résonner aujourd'hui. La remettre tout entière entre les mains des municipalités élues,
Nommer par quartier dans les grandes villes les magistrats chargés de veiller à la sécurité publique sous leur responsabilité personnelle et directe. Dissoudre tous les corps spéciaux de l'ancienne police centralisée, tels que sergents de ville, agents dits de la sécurité publique, garde de Paris, etc., confiés à la garde nationale composée de la totalité des électeurs, donc ce sont les électeurs masculins évidemment, et en particulier à des vétérans pris dans son sein la mission d'assister les nouveaux magistrats de la police municipale dans l'exercice de leurs fonctions. On voit bien que réellement les jeunes se sentent héritiers des anciens. Abroger toutes les lois restrictives, répressives et fiscales, c'est-à-dire les amendes, contre le droit d'écrire, de parler, de se réunir et de s'associer. Fin de citation. Le second point qui parle de la subsistance et des logements, s'il avait permis d'organiser la réquisition et le rationnement, il aurait évité la famine du terrible hiver à venir. Le 19 septembre, c'est le jour du premier siège. Paris est encerclé par 180 000 Prussiens. Il est coupé du reste de la France. Et ce siège va durer jusqu'à l'armistice du 28 janvier 1871, soit 131 jours. C'est un des hivers les plus tragiques de notre histoire, avec un froid intense, la maladie et la famine, et une mortalité considérable qui va être à peu près multipliée par 4 à cette époque, Tandis que dans le même temps, Edmond de Goncourt et 13 de ses collègues, dont Ernest Renan ou Théophile Gautier, faisaient bombance au restaurant Vachette, tenu par Bréban, boulevard Poissonnière. À la fin donc, du siège, ils ont offert à leur bienfaiteur une médaille en or fin avec cet impudique commentaire que je cite, qui est inscrit sur la médaille. Pendant le siège de Paris, quelques personnes ayant accoutumé de se réunir chez M. Bréban tous les 15 jours ne se sont pas une seule fois aperçues qu'elles dînaient dans une ville de 2 millions d'âmes assiégée 1870-1871. Et voilà comment les riches font sécession. Alors, donc, Paris est encerclé, il n'y a plus que le moyen aérien pour quitter la capitale. Là, l'image que vous voyez là, c'est une caricature d'André Gide qui représente Félix Tournachon, alias Nadar. Donc, il n'y a pour quitter la ville que la voie aérienne. Et le premier ballon à partir de Paris, le 24 septembre, s'appelle le Neptune. D'autres suivront avec à leur bord des aérostiers, des lettres, des boîtes à tracts, les tracts sont souvent envoyés depuis les nacelles pour informer la province, des pigeons dont les pieds sont bagués de microfilms. Ensuite, ces microfilms ils peuvent être lus grâce à une sorte de rétroprojecteur, on pourrait dire. Un seul pigeon peut porter plusieurs milliers de messages. Et on peut dire que c'est à ce moment-là le début de l'aéropostale. Pierre. S'il est des jours marqués de blanche pierre, ce matin-là, sur la place Saint-Pierre en fait partie. Ils sont venus nombreux, les oubliés, les pauvres, les fiévreux, pour assister à l'envol incroyable du messager Neptune, l'indomptable qui franchira les lignes ennemies, léger, moqueur, étrange et insoumis. Duruoff, pilote, attend dans la nacelle où des milliers de lettres s'amoncellent les ordres d'un savant un peu ronchon, un peu fantasque, un certain Tournachon, alias Nadar, tantôt dessinateur ou photographe, inaugurant pour l'heure un lien nouveau. En vue de glorifier l'instant, Adélaïde Montgolfier est là, parente des deux précurseurs et assumant son rôle de passeur. Au cours de ses 83 printemps, elle a dédié aux autres bien du temps. Femme de lettres, elle offre plusieurs tomes de traduction, La case de l'oncle Tom, d'autres romans, des vers et des chansons. Mais aujourd'hui, elle partage un frisson avec la digne assemblée plébéienne, réunie là où la poste aérienne apporte un décisif progrès humain. Chacun ressent qu'il vit déjà demain. L'aéronef est amarré à terre par un réseau de liens rudimentaires que Tournachon contrôle. Il est partout, il crie, fébrile, « Tenez, puis lâchez tout !» Alors, Neptune élève vers le ciel sa frêle embarcation, Dieu potentiel créé par l'homme seul, être souffrant mais ingénieux, petit mais découvrant l'immensité des étendues brumeuses et franchissant les hauteurs écumeuses pour résister en dépit des félons, par des ballons, des ballons, des ballons.
Alors le 7 octobre, c'est au tour de Gambetta donc de quitter la capitale en ballon. Alors, il part de la place Saint-Pierre, comme la plupart des ballons qui vont partir, quoi. Et donc il part pour Tours pour organiser la guerre à outrance. Donc voilà Gambetta donc, sur l'Armand Barbès. Alors en fait, bon, il arrive à Tours, effectivement, mais il se heurte à Thiers et à des généraux bonapartistes qui sont plus inquiets de la République que des Prussiens, hein, et il finira par prendre un parti opportuniste. 3 insurrections notables vont se dérouler sur Paris, chaque fois précédées d'un événement déclencheur, la 3e étant celle du 18 mars, évidemment. Avec plus de temps, on pourrait parler des insurrections de province, dont celle de Lyon, le 28 septembre, avec Bakounine, ou celle de Marseille, le 1er novembre. Alors chaque fois, la même constante, hein, le gouvernement dit de défense nationale se montre de plus en plus agressif envers le peuple et de plus en plus conciliant et prêt à collaborer, pour employer un verbe du siècle suivant, avec l'envahisseur. Alors le 27 octobre, donc, le maréchal Bazaine, que nous voyons ici, capitule à Metz et il livre à l'ennemi une armée intacte de 180 000 hommes. Ce qu'il fera dire à Gambetta, je cite, « L'armée de la France est engloutie, malgré l'héroïsme de ses soldats, par la trahison de ses chefs dans le désastre de la patrie. » Je ne sais pas si vous voyez bien en dessous, donc il y a le maréchal Bazaine, et en dessous, il est marqué « Rampant devant le maître et dressé comme un chien, laquais il a servi, la France délivrée. Il a trahi le peuple et sali sa livrée. On le crut un héros, malheur, il n'était rien. » Une autre trahison a lieu dans les jours qui suivent, au Bourget, sous le commandement du gouverneur de Paris, Jules Trochu. Pour citer Victor Hugo, participe passé du verbe trochoir, hein, d'où la première des insurrections mentionnées. C'est celle du 31 octobre 1870. Alors l'hôtel de ville est occupé, mais le manque d'organisation des révolutionnaires mène à l'échec de cette première tentative. Le gouvernement enchaîne avec un plébiscite. Il n'est au pouvoir que depuis moins de 2 mois et se présente comme un recours républicain contre l'ennemi extérieur. Jules Favre peut encore clamer haut et fort « Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses ». Et le gouvernement donc, se présente aussi comme un recours face aux révolutionnaires extrémistes, hein. Quand on parle des extrémistes, c'est jamais des financiers, hein, voilà. Donc il gagne largement son plébiscite. Alors voici Jules Favre qui est présenté ici et en dessous sur sa droite, vous voyez Bismarck donc, qui est avec sa toile d'araignée. Alors l'hiver est de plus en plus meurtrier, la faim de plus en plus tenace, l'ennemi bombarde Paris, visant les civils dans le cadre d'une guerre psychologique. Ça doit être très psychologique de bombarder les civils. C'est destiné à désespérer la population, tandis que l'inaction du pouvoir révolte le comité central républicain des 20 arrondissements, qui produit une affiche rouge, la célèbre affiche rouge, le 7 janvier 1871. Elle est signée de 140 délégués et elle est écrite par 4 membres Tridon, Vaillant, Leverdet, Vallès. Elle est généralement considérée comme le premier appel en vue de l'instauration d'une commune. La voici ici, quoi. Donc voici l'affiche rouge. Nous ne pouvons malheureusement citer que quelques extraits. Pierre ? Le gouvernement, qui le 4 septembre s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission? Non. Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. À qui la responsabilité sinon à ceux qui nous gouvernent? Ils n'ont pensé qu'à négocier au lieu de fondre des canons et de fabriquer des armes. Ils se sont refusés à la lever en masse. Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en prison les républicains. Le gouvernement a donné sa mesure, il nous tue. Réquisitionnement général, rationnement gratuit, attaque en masse. La politique, la stratégie, l'administration du 4 septembre constituée de l'Empire sont jugées. Place au peuple, place à la commune. Cette célèbre affiche. Et alors, le 18 janvier 1871, dans la galerie des Glaces du château de Versailles, hein,
sur les instances de Bismarck, une cérémonie de mauvaise augure a lieu, celle du couronnement de Guillaume Ier, qui devient empereur du Deuxième Reich, en soumettant les autres États allemands. C'est l'annonce du pangermanisme moderne et sanglant de la première moitié du siècle suivant. Alors, je crois que c'est aussi intéressant de voir ce tableau, avec tout le faste de ce tableau, et c'est vraiment une apologie de l'arrogance. En blanc, on voit Bismarck, et en face de lui, évidemment, c'est Guillaume Ier. Donc voilà la naissance du Deuxième Reich allemand. Alors le 19 janvier, Jules Trochu est sommé de faire quelque chose, et il organise une sortie sur Buzenval, à l'ouest de Paris, dans le but, en fait, de faire massacrer les gardes nationaux et calmer leurs ardeurs républicaines. C'est la bataille de Buzenval. Je crois que j'ai appuyé, donc ça devrait... Non, faut pas... non, si on appuie 2 fois, ça va pas... Voilà, c'est la bataille de Buzenval. Voilà. Alors, contrairement à son attente, donc, les soldats reprennent les positions. Trochu ordonne alors la retraite. Il est bien embêté. Il souhaite une défaite. Malheureusement pour lui, en fait, c'est une victoire. Mais il ordonne donc la retraite. Et donc, du coup, sa trahison éclate au grand jour. D'où une nouvelle insurrection qui sera celle du 22 janvier. Il y a une manifestation devant l'hôtel de ville qui est réprimée. Les manifestants sont fusillés depuis les fenêtres de l'hôtel de ville. C'est le deuxième échec. Le 28 janvier, l'armistice est signé. Le 29, la capitulation de Paris est officielle. Le 8 février, il y a les élections de l'Assemblée nationale qui vont donner une très lourde majorité de conservateurs et de monarchistes. On va les appeler les ruraux. 36 des 43 députés de la Seine, en revanche, sont des républicains opposés à la capitulation. Là, l'Assemblée nationale se réunit à Bordeaux. Alors le 12 février, donc, a lieu cette première réunion de l'Assemblée nationale, donc à Bordeaux. Le 17 février, Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif. Le 26, c'est la signature des préliminaires de paix à Versailles, laquelle comprend une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or, c'est absolument phénoménal. Et la perte de l'Alsace et de la Moselle, c'est le traité de Francfort. Ces préliminaires sont ratifiés dans les jours qui suivent par les ruraux, avec seulement 107 votes négatifs et 23 abstentions. Et la démission de Victor Hugo, Gambetta, Benoît Malon, Rochefort, Piat, Tridon. Voici Victor Hugo. Voilà. Alors on va écouter donc ce que dit Victor Hugo dans l'Assemblée nationale le 1er mars. Si l'œuvre violente à laquelle on donne en ce moment le nom de traité s'accomplit, si cette paix inexorable se conclut, c'est en effet du repos de l'Europe. Il y a désormais en Europe 2 nations qui seront redoutables, l'une parce qu'elle sera victorieuse, l'autre parce qu'elle sera vaincue. De ces 2 nations, l'une, la victorieuse, l'Allemagne, aura l'empire, la servitude, le joug soldatesque, l'abrutissement de la caserne, la discipline jusque dans les esprits, un parlement tempéré par l'incarcération des orateurs. Cette nation, la victorieuse, aura un empereur de fabrique militaire en même temps que de droit divin, l'ancien César byzantin doublé du César germain. Elle aura la consigne à l'état de dogme, le sabre fait sceptre, la parole muselée, la pensée garrottée, la conscience agenouillée, pas de tribune, pas de presse, les ténèbres. L'autre nation, la nation voisine, elle, aura la lumière, elle aura la liberté, elle aura non le droit divin, mais le droit humain. Elle aura la tribune libre, la presse libre, la parole libre, la conscience libre, l'âme haute. Elle aura et elle gardera l'initiative du progrès et la clientèle des races opprimées. Et pendant que la nation victorieuse, l'Allemagne, baissera le front sous son lourd casque de horde esclave, elle, la vaincue sublime, la France, elle aura sur sa tête sa couronne de peuple souverain. De ces 2 nations, l'une triomphante et sujette, l'autre vaincue et souveraine, laquelle faut-il plaindre ? Toutes les 2.
Donc voilà, ces propos de Victor Hugo qui résonnent vraiment très puissamment, je trouve, quoi. Alors le 1er mars, donc les Allemands défilent dans Paris en deuil sur les Champs-Élysées, avec l'autorisation de Thiers, évidemment. Le comité central donc, a mis en place un cordon sanitaire qui isole ce quartier du reste de Paris et évite l'effusion de sang. Donc c'est la fameuse affiche noire à ce moment-là, qui commande à la population de rester calme et d'éviter l'effusion de sang. Alors le 6 mars, le général Dorel de Paladine, qui est connu comme le vaincu d'Orléans, il est nommé commandant en chef de la garde nationale, ce qui est évidemment vécu par les Parisiens comme une provocation. Le 10 mars, Thiers abroge le moratoire des loyers, qui permettait aux gens de survivre. Il supprime la solde des gardes nationaux, sauf à faire la preuve de son indigence, ce qui est particulièrement humiliant. L'Assemblée se transfère de Bordeaux à Versailles, et Thiers, par le pacte de Bordeaux, diffère la proclamation de la République. Alors, le 11 mars, le général Vinoy censure tous les journaux rouges. Et entre le 10 et le 15 mars, eh bien, le comité central, qui devient vraiment le pouvoir en place à Paris, le comité central de la garde nationale se constitue définitivement et il adopte son programme. Le 17 mars, Thiers arrête Blanqui dans le Lot, où il soigne ses poumons malades, et il décide de saisir les canons que les Parisiens ont payés par souscription de leur propre denier. Je voudrais montrer ici l'image de Blanqui. Alors là, Blanqui, en fait, il est peint par sa femme, Suzanne Amélie, qui a été vraiment le très très grand amour de sa vie. Et pendant toute la période de la Commune, en fait, Blanqui va se trouver incarcéré au fort du Taureau, près de Morlaix. Donc il participera évidemment pas à la Commune. Et quelque chose d'assez étrange et de magnifique en même temps, c'est que Blanqui, pendant toute cette période où il est incarcéré, eh bien, il s'évade par la pensée en écrivant un texte qui n'a absolument pas d'équivalent dans tout ce qu'il a écrit avant et dans tout ce qu'il a écrit après. Ça s'appelle l'éternité par les astres. Il prend pour principe qu'à partir du moment où le nombre des possibilités n'est pas infini, lui est fini, mais que par contre l'univers est infini, il doit nécessairement se passer en un lieu de l'univers, peut-être très très éloigné, mais en un autre lieu de l'univers, il doit se passer la même chose qui se passe au même moment ici, quoi. Et sans doute qu'à travers ça, il réussit à revivre son amour avec Suzanne Amélie. Enfin, c'est vraiment un très très beau texte, quoi. Alors, bon, la suite est bien connue, on parle maintenant du lendemain, le 18 mars, donc il y a une réaction populaire spontanée qui s'oppose à l'enlèvement des canons. Bon, ça c'est très connu. Thiers fuit à Versailles. Le comité central de la garde nationale s'installe à l'hôtel de ville. Des élections vont nommer une commune qui sera proclamée. Donc l'insurrection c'est le 18 mars, mais la commune sera proclamée par des élections du 26 mars. Elle sera proclamée le 28 mars. Et voici donc la proclamation de la commune. Il fait si beau. Une estrade est dressée devant l'hôtel de ville, en vue, laissée à quai, tel un vaisseau, attendant l'heure de son départ, déployant ses couleurs à l'avant de la proue et rassemblant ses prochains serviteurs dans un troublant accord. Le buste de la République, paré de rouge, affirme, sans réplique, face aux restaurateurs de monarchie, les volontés de la ville affranchie, qui parlent haut et croient à ce futur, si désiré qu'il semble par nature inéluctable. Ô naïf et profond credo, n'en souris pas. Qui sait au fond ce qui sera? Le présent trône en gloire en cet instant. Le présent fait valoir ses droits et s'imprime si bien que tu en es, ami, et que se perpétue en toi l'éternité de l'éphémère accent qui fut. Car sur la même mer tu vogues, et tu résistes, et tu frémis. Face à la proue, le volcan insoumis est si joyeux, si révolutionnaire, que les quelques badauds réactionnaires infiltrés là oublient leur dévotion à Thiers,
soudain ravi par l'émotion. Tu vois des blouses et des redingotes, la bourgeoise aborder la parigote, les ouvriers avec les commerçants, les jeunes et les vieux bouleversants, d'une même énergie l'ordre vulgaire. Tu vois ce qu'aujourd'hui doit à naguère, les enfants chevauchant les médaillons sculptés de pierre, scrutant des bataillons de gardes nationaux où sont leurs pères, et, animés d'un zèle plus expert encore, un tendre essaim, déterminé, de muses, agrippés aux cheminées, enchantés de jouvence et de fraîcheur, le projet téméraire et défricheur. Sous l'innocente et charmante envolée, le général Brunel, auréolé de son passé blanquiste légendaire, lève son sabre, un geste qui fédère le public attroupé, geste tranchant la mare. Alors, le tambour bat au chant, le clairon sonne, et c'est au gouverneur assis, mécanicien, qu'échoit l'honneur d'inaugurer l'âge du renouveau. Et puis Ranvier paraît, sous les bravos, si maigre et pâle, on l'appelle le Christ de Belleville. Il a un regard triste, démesuré. Toi, tu l'observes, anxieux, va-t-il faillir? Mais non, un audacieux discours traverse ses poumons malades. Il te sourit et son verbe escalade les murs dans sa fiévreuse plaidoirie pour glorifier le peuple de Paris, dont l'exemple, très loin, va retentir. Et puis, Boursier, le frère d'un martyr de 1851, Boursier, arbre nourri du sang des disgraciés, et des perdants, et des morts innombrables, et des défaites incommensurables, Boursier lit. Maintenant, de chaque élu, le nom, d'une voix ferme et résolue. Et pour autant, on ne l'entend qu'à peine parmi les cris. Paradoxale aubaine, comprends-le bien. D'élans inespérés où le dessein humain régénéré dépasse l'égoïsme des personnes pour éclater. Et la foule frissonne, revendiquant un avenir voulu lorsque le gouverneur assis conclut enfin « Au nom du peuple, la commune est proclamée ». Alors, chacun, chacune, intimement, sent qu'il est citoyen d'un monde à inventer, et sait combien chaque voix compte, et combien nécessaire est tout encouragement, juste et sincère. Au solennel instant, rouge drapeau, canon, tambour, retraites au flambeau lorsque viendra la nuit. Au chant d'éclairs des baïonnettes insurgées, colère et joie mêlées. Entends, ami, entends Jules Vallès accueillir le printemps. Quoi qu'il arrive, désormais, nous sommes payés de ces 20 ans subis. Pensômes illégitimes, idiots et douloureux. Si nous voulons, nous pouvons être heureux. Et dussions-nous plus tard être immolés, notre génération est consolée d'avoir au moins vécu jusqu'à ce jour, si plein de vérité et de bravoure. Compagnons de misère, anciens proscrits, toi qui as comme moi les cheveux gris, embrasse-moi, fidèle camarade. Et toi qui joues au cul des barricades, marmot, viens, viens que je t'embrasse aussi. Gamin, après tant de péripéties, tu peux me croire, on te l'a sauvée belle. Tu aurais pu grandir pauvre et rebelle. Regarde-nous, vaciller dans le sang des répressions, crever en croupissant. Eh bien, tu vois, un autre monde vibre, fils des désespérés. Tu seras libre. Voilà aussi succinctement que possible, sans pour autant renoncer à en souligner le caractère épique, les faits qui précédèrent la Commune. Ces faits furent imprévus, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils se produisirent par hasard.
Michel Cordillot, coordonnateur du bel ouvrage La Commune de Paris 1871, de la collection Métron aux éditions de l'Atelier, évoque les causes de la Commune. Et il postule 3 dynamiques. Alors il postule une première dynamique, donc une dynamique de nature politique. Il nous parle d'un processus de républicanisation de la France sur le long terme. Et il dit que la Commune en constitua l'épisode final. Il parle également d'une dynamique, donc deuxième dynamique, donc liée au contexte économique et social général, la renaissance d'organisations ouvrières structurées, en particulier grâce à l'essor de l'Association internationale des travailleurs. Et puis troisièmement, une dynamique de nature patriotique. Alors évidemment, ces trois dynamiques sont à l'œuvre, et c'est bien l'analyse historique qu'on peut en faire tant qu'on reste dans ce cadre. En tant que citoyen, philosophe ou poète, d'autres réflexions peuvent cependant compléter le tableau. Premièrement, il faut observer sur le plan politique que la Commune inaugure aussi une démocratie participative où les élus ont un mandat impératif et sont révocables. De ce point de vue, la Commune n'est pas encore advenue. Deuxièmement, sur le plan économique et social, on peut aussi s'interroger sur la capacité et l'engagement de la classe dominée à remettre en cause l'ordre qui lui est imposé, sur sa confiance sur sa confiance dans l'énergie insurrectionnelle qui est très différente d'une époque à l'autre. Alors pourquoi le fatalisme et le désespoir à tel moment et à tel autre l'insurrection et la croyance qu'il est possible de changer le monde? Alors le degré d'instruction d'une population n'est pas seul en cause. Peut-on être plus éduqué alors même qu'on est moins instruit? Troisièmement, on parle donc de la nature politique, donc de cette dynamique de nature patriotique de l'événement, bien sûr, mais on peut aussi remarquer à quel point les étrangers intégrèrent la Commune, y compris ceux de langue allemande, comme Frankel, qui fut d'une certaine façon son ministre du Travail. Il ne fait pas de doute que les communeux haïssaient les Prussiens, mais largement en tant qu'envahisseurs et représentants d'un régime impérial, alors qu'ils en avaient quand même déjà soupé pendant 19 ans d'empire, sans oublier que la grande aspiration, c'était quand même la République universelle. Enfin, il nous faudrait parler de l'œuvre de la Commune dans tous les domaines: justice, laïcité, art, enseignement, morale, égalité des sexes, liberté de conscience. Tenter de comprendre la Commune devrait nous obliger à nous pencher sur les évolutions du XIXe siècle, depuis 1830 au moins, puisque les plus anciens de ses protagonistes étaient nés à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècle. Nous ne pourrons évidemment qu'effleurer le sujet. Alors, les origines de la Commune, donc, à travers ses protagonistes. Notre historique, évidemment, va être très bref. L'histoire ne fait qu'éclairer un des présents possibles, mais c'est celui qui nous est donné de vivre. On pourrait partir de la Déclaration des droits de l'homme. L'humain a des droits, non plus seulement Dieu ou celui qui le représente ici-bas, le roi. Non, l'humain en tant que tel, et quelle que soit son extraction. Alors Babeuf, 1760-1797, donc guillotiné, pense que le christianisme n'est pas compatible avec la liberté. Au contraire, Saint-Simon, 1760-1825, lui s'en réclame, mais l'un comme l'autre se préoccupe de la condition humaine. Donc on voit Babeuf et on voit les écrits de Saint-Simon. Donc cette condition humaine est au centre. Ainsi voit-on, lorsque la Commune décrète la séparation des églises et de l'État, aussi bien ceux qui sont croyants que ceux qui ne le sont pas, ils votent tous d'une même voix pour l'application du décret de la séparation des églises et de l'État, chacun considérant que la croyance religieuse doit se cantonner au domaine privé. Charles Fourier crée ses phalanstères. Lamennais s'insurge contre l'indifférence. Étienne Cabet écrit « Voyage en Icarie » et se déclare communiste. L'idée d'un droit au bonheur fait son chemin, l'accès libre et gratuit à la culture est revendiqué, l'imposture du sexe dominant est discréditée, le terme « solidarité » s'impose avec Pierre Leroux,
lequel naît à la toute fin du XVIIIe siècle et meurt à Paris en 1871, en avril, pendant la Commune, hein, pas de la Commune, mais pendant la Commune. Hein. Voilà, donc voilà Pierre Leroux. Donc mentionnons quand même sa théorie du circulus, qui pourrait être considérée aujourd'hui comme une forme de permaculture, dans la mesure où tout est pensé comme utile et les déchets réinvestis dans le mode productif. Pour le reste, il va beaucoup influencer les écrivains, journalistes et philosophes de son époque. George Sand est une de ses disciples. Nous avons traversé le Directoire, le Consulat, le Premier Empire, on va vite, hein, qui laisse un pays exsangue, et Louis XVIII succède à Napoléon Ier, puis Charles X entre 1824 et 1830. Avec son ministre Villèle, donc voilà Charles X, il fait promulguer une quantité de lois ignobles contre la presse et la liberté de conscience. On va donner un exemple quand même qui est assez parlant. Si un citoyen se moque du culte des reliques, il est conduit à la guillotine, le visage couvert d'un voile et la main amputée. Chateaubriand, qui n'est pas un révolutionnaire, loin s'en faut, parlera de loi vandale. Alors pendant cette période, les sociétés secrètes fleurissent pour contourner les interdits et un monument éphémère connaît un grand développement, la barricade. Elle apparaît dans les nombreuses rues étroites de Paris. Alors les barricades motiveront, les barricades motiveront quelques décennies plus tard les travaux d'Haussmann, qui n'avait pas seulement en tête d'assainir la capitale d'un strict point de vue hygiéniste. Ça permet aussi aux troupes de passer dans les grandes artères. Des personnages d'épopée apparaissent, fictifs ou réels. Blanqui et Gavroche. Blanqui est blessé 3 fois au cours de l'année 1827 dans des manifestations d'étudiants. Il a 22 ans. Gavroche, j'ai calculé à quel âge il avait. Gavroche, personnage fictif de Victor Hugo à ce moment-là, il a 7 ans. Voilà. En 1829, Blanqui entre au journal d'opposition Le Globe, que dirige Pierre Leroux. Encore Blanqui. En 1830, les décrets tyranniques de Charles X sur la presse unissent peuple et bourgeoisie contre le roi qui s'enfuit. Ce sont les Trois Glorieuses, mais la monarchie cousine des Bourbons, donc qui vient de Philippe d'Orléans, cousine des Bourbons, donc s'accorde avec la bourgeoisie et Louis-Philippe d'Orléans, va régner avec elle jusqu'en 1848, ce que Benoît Malon appellera la première défaite du prolétariat français. On va faire un petit arrêt sur image. En 1871, enfin non pas sur cette image, hein, enfin, je veux dire, sur image au niveau du texte. Hein. En 1871, donc, l'Assemblée versaillaise sera composée essentiellement de monarchistes, de bonapartistes et de républicains réactionnaires. Alors parmi les monarchistes, il y aura les légitimistes et les orléanistes. Alors les légitimistes donc, sont les tenants de la ligne directe des Bourbons, en l'occurrence de Charles X, pour résumer, le roi est le représentant de Dieu sur terre. Alors ils tenteront d'imposer plus tard, après la Commune, Henri V, ce qu'ils ne vont pas réussir, enfin on ne va pas insister dessus. Les orléanistes, eux, qui sont donc les tenants de la ligne cousine des Bourbons, on les appelle parfois donc les Louis-Philippards, hein, pour résumer, le roi est le représentant du fric sur terre. Hein. C'est vraiment ce qu'ils sont. Hein. D'où une grande porosité entre ces orléanistes et la bourgeoisie. Hein. La finance d'abord, on fait des affaires. Alors la bourgeoisie peut éventuellement être anticléricale, c'est même pas le problème, tant qu'on ne touche pas au régime en place et à la religion du profit. Voilà. Alors Marx, qui naît en 1818, donc il a donc entre 12 ans et 30 ans pendant cette période, et il en théorise les enjeux. Voilà. Louis-Philippe donc va rapidement s'entourer d'affairistes. L'un d'eux, un jeune bourgeois monté de Marseille à Paris, va lui conseiller de se déguiser en républicain avec cocarde tricolore, toute la panoplie, quoi. Et ce jeune Rastignac, dont Balzac a fait son modèle d'arriviste, hein, il a pour nom Adolphe Thiers. Il a 33 ans au début du règne de Louis-Philippe et il en a 51 à la fin. Pendant toute cette période, le pays s'industrialise et les ouvriers prennent conscience de leurs conditions, ils revendiquent et les répressions sont chaque fois sanglantes. Là, j'avance très vite. 1831, les canuts à Lyon. 1832, une procession lors de l'enterrement du général Lamarque qui s'affirmait républicain tourne à l'émeute.
Gavroche meurt sur une barricade. Les années qui suivent sont marquées par la censure et la répression. 1834, le 15 avril, à titre d'exemple, Adolphe Thiers fait massacrer tous les habitants d'un immeuble, hommes, femmes, enfants, rue Transnonain. Il nous en reste la très célèbre lithographie de Daumier. Voilà la rue Transnonain par Daumier. Alors, sous la Commune, Adolphe Thiers sera nommé Adolphe le Petit, crapaud venimeux, infâme vieillard, croque-mort de la nation, etc. Mais il sera également appelé Père Transnonain. Alors, les années passent, les sociétés secrètes sont une réponse à la censure. Buonarroti, lointain neveu de Michel-Ange, meurt en 1837. Il aura influencé Blanqui. Proudhon et Marx développent leur théorie. Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris. Il fait du gueux un personnage de roman. On pourrait dire sur le fond d'épopée. Les Misérables ne seront écrits que plus de 20 ans plus tard. Le 12 mars 1839, Armand Barbès et Auguste Blanqui envahissent l'hôtel de ville en vue de prendre le pouvoir. C'est un échec. C'est dans les suites de cet événement en fait que Blanqui va être incarcéré au Mont-Saint-Michel, et c'est pendant qu'il sera incarcéré au Mont-Saint-Michel que mourra Suzanne Amélie, le grand amour de sa vie. Pendant toutes ces années, donc, l'ouvrier s'instruit, une conscience ouvrière se construit. Il existe à ce moment une élite intellectuelle qui se donne pour devoir de transmettre la culture à ceux qui ne pourraient y accéder autrement. Albert Laponneret offre un enseignement gratuit aux ouvriers. Il fait paraître les vrais écrits de Robespierre pour combattre les falsifications de l'histoire officielle. Flora Tristan, qui est la grand-mère de Gauguin, parcourt le pays et milite en faveur de l'instruction des femmes. La Société des travailleurs égalitaires propose que l'État prenne l'initiative de magasins sociaux pour s'opposer à la spéculation. Et Louis Blanc songe à la création d'ateliers nationaux solidaires qui emploieraient les ouvriers sans ressources. Pour court-circuiter la censure, les orateurs révolutionnaires se réunissent dans des banquets républicains dès 1847. Et c'est l'interdiction de ces banquets qui va provoquer l'insurrection du 22 février 1848. La fuite du roi et la Deuxième République. Les ateliers nationaux solidaires se mettent en place. L'esclavage est aboli en avril, mais les conservateurs fondent un parti de l'ordre des plus réactionnaires et noient la démocratie dans le sang en juin de cette même année. C'est ce que Benoît Malon appellera la seconde défaite du prolétariat français. Voici donc le 26 juin 1848 la répression. Louis-Philippe, alors en exil en Angleterre, manifeste sa jovialité de voir la République prendre modèle de la monarchie, tandis que le neveu de Napoléon Ier attend son heure. Nouvel arrêt sur image, ce sont bien les trahisons de la République qui vont conduire à 19 ans d'empire. Jusqu'ici, il était encore possible de voir les ouvriers et les bourgeois manifester ensemble, car appartenant tous deux au tiers-État. Après 1848, il n'en est plus question. Notons que le manifeste du Parti communiste rédigé par Karl Marx et Friedrich Engels est publié le 21 février 1848. Revenons à la Commune. Les très vieux, ils sont rares, ils ont connu 1830. Les vieux ont connu 1848. Jules Vallès, qui écrit une pièce de théâtre au lendemain de la Commune, est en Angleterre à ce moment-là, d'un intérêt beaucoup moins soutenu que ses autres écrits, parce qu'il y introduit une histoire d'amour qui n'a pas grand-chose à y faire là, quoi. Mais Jules Vallès, donc, il démarre le premier tableau en fait de cette pièce de théâtre sur la Commune, c'est la défaite des insurgés de 48, quoi. Donc, pour dire que ça a laissé vraiment une trace énorme, quoi. Quant à Gallifet, un des massacreurs de la Commune, il s'illustre lors de la semaine sanglante en faisant sortir des rangs les prisonniers qui ont les cheveux gris et il les fait fusiller sur le champ. Vous avez vu 48 au mur. Voilà. Je reviens donc à juin 1848 pour parler de ceux qui lui succèdent. Le discrédit de la République donc, permet au neveu de Napoléon Ier de se présenter comme recours, de devenir président, de faire son coup d'État le 2 décembre 1851, qui entre parenthèses est l'anniversaire du sacre de Napoléon Ier, ça a du sens, et enfin de rétablir l'Empire un an après.
Alors nombreux sont les proscrits, dont Victor Hugo, qui écrira en exil Les Châtiments. Résumons maintenant une douzaine d'années en quelques phrases, il faut quand même avancer. Hein. L'Empire, c'est la paix, dira Napoléon III. Bilan, la Crimée, le Mexique, l'Italie, la Prusse, corruption, censure, démantèlement des associations. Dans le même temps et dans un pays de plus en plus industrialisé, l'ouvrier, particulièrement dans les grandes villes, il faut le dire, lit, écrit, s'informe, analyse, décide, s'organise. Nous sommes en 1864. À Paris, c'est le manifeste des 60. Et bien sûr, Londres, où se tient la même année, à peine plus tard, un congrès ouvrier qui inaugure la première internationale dont la richesse est de contenir tous les courants unis par un même objectif, émancipation et justice sociale. 1866, c'est la conquête du droit de réunion. L'Empire ne tient plus qu'à un fil. 1867, donc il y a une exposition universelle à Paris sur le Champ de Mars, et il y a tellement d'armes exhibées sur cette exposition que les internationaux s'en alarment dans leur second congrès. 1868, Rochefort va lancer La Lanterne, un journal qui va faire rire toute la France dès son premier numéro qui débute ainsi. Il y a en France 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Il s'arrache à 80 000 exemplaires, c'est absolument considérable par rapport à l'époque. Alors, Varlin, ici, et Nathalie Lemel. Donc, Varlin et Nathalie Lemel. Ils fondent La Marmite, qui est une coopérative alimentaire qui permettra aux ouvriers de se nourrir sainement pour un prix abordable et d'échanger des idées politiques. C'est très différent, évidemment, des restaurants du cœur. Hein. Ce sont des lieux d'émancipation politique. Quant à l'international, elle connaît d'innombrables procès. Elle est chaque fois dissoute et refondée. Tous les sujets sont traités, salaire, justice, travail des enfants, éducation, droits des femmes, divorce, union libre. Cette même année, le décor craque. On découvre au cimetière Montparnasse une pierre moisie qui s'avère être la tombe du député Baudin, tué sur une barricade en défendant la République lors du coup d'État du futur Napoléon III. Alors Charles Delescluze, dans son journal, qui s'appelle Le Réveil, il propose une souscription pour dresser un monument au député Baudin. Donc voilà le député Baudin sur sa barricade. Donc j'explique l'histoire. Donc lors du coup d'État de Napoléon III, alors que des ouvriers répondent aux députés qui les haranguent, vous croyez que nous allons nous faire tuer pour vous conserver vos 25 francs par jour qu'il touchait en tant que député. Alors lui, il monte sur une barricade et rétorque « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ». Et bon, il est fusillé sur la barricade, quoi. Alors l'empereur fait un procès au journaliste Charles Delescluze qui voulait faire cette souscription. Et il va être défendu par un avocat fougueux, débraillé, borgne, qui entre en politique, selon ses propres mots, par effraction. Cet avocat en question a pour nom Gambetta. Voilà, c'est Gambetta. En 1869, c'est une année terrible, hein, le sang va encore couler, comme à chaque fois qu'un gouvernement se veut garant de ce qu'il appelle, avec une apparente vertu, l'ordre. Hein, dès qu'on entend ordre, ça veut dire que le sang va couler. Hein. Alors le 16 juin, c'est la ricamarie. Des grévistes sont fusillés, ça fait 14 morts. Le plus jeune meurt sur le sein de sa mère, il n'a pas 2 ans. Le 8 octobre, Aubin, 17 morts, dont un enfant de 7 ans. 1870 débute avec l'assassinat de Victor Noir, tué à bout portant par le cousin de l'empereur à cause d'un article au ton républicain paru dans La Revanche, un journal corse. Je vous présente Victor Noir et son assassinat par le cousin de l'empereur. Et le procès va conclure à l'innocence du meurtrier. Les funérailles ont lieu le 12 janvier 1870. Cette fois, c'en est trop. Trop d'injustice et de misère, de honte et d'immondice. Trop de silence pendant 19 années. Trop de malheur, de révolte ajournée. Trop de douleurs couchées sous la mitraille. Trop de victimes et trop de funérailles. L'interminable essaim des miséreux conduit son fils, conduit le malheureux jusqu'aux derniers et silencieux abîmes
des Parisiens, 200 000 anonymes, le regard pâle, sous la pluie de janvier, le front soucieux, ce sont les sacrifiés. Marche devant ceux qui parlent plus fort, les chroniqueurs, Fonvielle, Rochefort, mais pour le coup, ayant perdu leur voix, ils balbutient face au géant convoi qui revendique un bruit d'autre nature, un son puissant et porteur de futur. Ils traversent déjà les vrais poumons de Delescluze, graves et sans faux sermons, Millière, sérieux et droit jusqu'aux scrupules. Flourens, vaillant pourfendeur de crapules, Louise Michel, de lourdes nuits vêtues, la Vierge rouge, la parole attendue, le vrai discours, les mots qui font image, le chant profond qui clôture l'hommage. Vous voyez donc là Louise Michel, donc elle est peinte par Louis Thiner. Louis Thiner, donc elle est peinte en 1882, donc c'est plus tard que cette époque-là, quoi. C'est-à-dire c'est 12 ans plus tard. Louis Thiner, le peintre, est le fils de Marguerite Thiner. Marguerite Thiner est une féministe de l'époque de la Commune qui était chargée d'inspecter les écoles primaires. Alors l'Empire essaie de retrouver un peu d'air par un plébiscite avec l'aide de journalistes à la botte du pouvoir. La question est posée de telle manière: approuvez-vous les réformes libérales ? Donc est-ce que vous approuvez ce qui est bien ? Est-ce que vous désapprouvez ce qui est mal ? Enfin, la question est posée de façon tellement intelligente que le oui ne peut que l'emporter. Et alors laissons parler Prosper Olivier Lissagaray, auteur d'une des meilleures histoires de la Commune, par un de ceux qui l'ont vécu. Voici Prosper Olivier Lissagaray. Le 8 mai était fixée la date pour la comédie. Pendant un mois, les pouvoirs publics, administration, magistrats, clergés, fonctionnaires de toutes sortes, ne vécurent que pour le plébiscite. Un comité bonapartiste se fonda, doté d'1 million par le crédit foncier. Pour effrayer le bourgeois, un rédacteur du Figaro fit un volume des insanités échappées dans quelques réunions publiques. Son journal avait lancé la Société des Gourdins réunis contre les Républicains. Le coquin du lampion, l'inventeur en juin 1948 des mobiles sciés entre deux planches, du vitriol lancé avec des pompes, des femmes vendant aux soldats de l'eau-de-vie empoisonnée, du municipal empalé, des bons pour 3 dames du faubourg Saint-Germain, etc. Villemezan avait, sous cet empire qui fit sortir toutes les sanies, créé le journal type de la presse de joie, le Figaro. Une escouade de petits drôles, plus ou moins écrituriers, allait écoutant aux portes, flairant les cuvettes, à la cour, à la ville, au théâtre, dénicher le cancan, le scandale du jour, l'anecdote croustillante. Écoutant aux portes, je l'ai dit, flairant les cuvettes, et j'ai perdu ma ligne. Il recevait quelquefois la pièce, et souvent le pied. Paillard, conservateur, religieux, le Figaro était l'organe de l'exploiteur de cette truanderie de dignitaires, de boursiers et de filles qui levaient si galamment les écus et la jambe. Les gens de lettres l'avaient adopté, y trouvant pâté et tréteau. Le gouvernement l'utilisa pour insulter l'opposition, ridiculiser les républicains, calomnier les réunions publiques, accréditer les faux complots qui pouvaient rattacher les timides à l'Empire. Son succès créa des rivaux. En 70, cette presse arétine, riche, achalandée, faisait vivre une nuée de proxénètes littéraires qui eussent déshabillé leur mère en public pour placer leurs copies. On les lança dans la lutte plébiscitaire et beaucoup allèrent en province renforcer la presse locale, obligée à quelques retenues. Alors bientôt, ce sera la guerre qui est très mal préparée, le désastre de Sedan et la naissance d'une république corrompue le 4 septembre 1870. Alors c'est la Troisième République, elle durera jusqu'en 1940, elle est pour l'instant la plus longue de nos 5 républiques.
Alors comment parler des origines de la commune ? Écoutez, je ne sais pas si on a réussi à le faire ou pas, quoi. Sommes-nous parvenus à en rendre compte ? Je crains bien que cet exposé ne soit pas grand-chose de plus qu'une introduction. Nous avons parlé de la succession des faits et des protagonistes dans le cadre restrictif de l'histoire. Cela ne peut suffire. La bibliographie de la commune compte plus de 5000 entrées et les histoires de la commune se succèdent. Toujours provisoire, toujours complété, toujours renouvelé, alors que la durée de l'événement au regard de ce qui nous en sépare est si courte. C'est sans doute que l'histoire est un outil bien imparfait pour parler de la commune et qu'il faut en convoquer d'autres, issus de la littérature, des arts ou de la poésie. Je m'étonne a posteriori d'avoir consacré 10 ans à écrire une épopée sur des faits qui ont duré juste un peu plus de 2 mois. C'est que je ressens avec une force irrépressible son caractère émancipateur et partageable. Tant d'amour et de révolte nous projettent hors de notre temps contraint vécu. Quelque chose de presque intemporel affirme que nous sommes à la fois héritiers et passeurs, à jamais, hors de toute croyance étrangère à notre condition d'habitants du réel. Voici une oratrice dans une église lors d'un club. Dans un pays où le religieux appartient à la sphère privée, notre imaginaire commun est nécessairement présent, concret, et pour le dire en un mot, politique. Cet imaginaire trouve sa place dans la diversité des courants qui font de l'humain leur sujet. Peut-être est-il difficile de parler des origines de la commune, car elle est elle-même une origine, une aurore, une promesse. Qu'elle soit la dernière des révolutions du XIXe siècle en France n'en fait pas un crépuscule, que ceux qui peineraient à s'en convaincre observent le nombre de publications et d'initiatives de toutes sortes, littéraires, théâtrales ou artistiques, que suscite son 150e anniversaire, le nombre de mouvements qu'elle inspire, bien au-delà du seul périmètre national. Te souviens-tu d'un temps où le bonheur semblait possible, où nos grands moissonneurs d'idées amis parlaient avec passion de droit, de justice et d'éducation et de fraternité et de partage? Peut-être pensais-tu que l'héritage humain, c'était cela, la liberté d'inventer son chemin et la fierté d'être utile au prochain et de transmettre avec intelligence et cœur, sans mettre occulte, obscur ou autoproclamé. Bien sûr, au cours d'un printemps enflammé, tu l'auras cru, bien sûr, tu l'as pensé, et toutes les blessures subies se réclamaient de ce projet. Te souviens-tu du temps où le rejet des corrompus et de leur dictature, 19 années, initiait la rupture, tu le croyais, avec un ordre ancien, avant de voir que des politiciens tout aussi corrompus et par ailleurs aussi anciens envers les travailleurs s'illustreraient par une indignité semblable et autant de brutalité. Te souviens-tu de ce temps de splendeur quand la commune, au lieu de la laideur de ceux que le siège avait enrichis, démantelait les vieilles hiérarchies et se débarrassait des profiteurs en écartant tous les spéculateurs de la misère. La solidarité remplaçant le profit, l'égalité, la barbarie. Qu'il était beau ce monde et que son œuvre était douce et féconde. Te souviens-tu de ces générations unies dans une même exaltation? Oh, ces débats toujours contradictoires dont l'existence attestait la victoire de la démocratie. Et connais-tu d'autres gouvernements où le statut de tout élu le rendrait attaquable devant l'administré et révocable si son service ou son engagement se révélait néfaste ou simplement inadapté? Te souviens-tu alors de t'être dit qu'il en pourrait éclore pour tes enfants ce demain attendu, si désiré et constamment perdu,
l'ambition monarchique ou impériale ayant en ce siècle dictatorial fait tant de tort. Car l'espoir avait lui. L'éclat du 18 mars était celui, enfin, de la décisive étincelle de notre République universelle. Et cela justifiait de tout tenter. Vaincre ou mourir, ne plus se contenter de subir le malheur et la routine. Et bientôt, tu brûlas la guillotine. La colonne Vendôme et le furieux déroulement de son bronze injurieux à l'égard des vaincus tombaient à terre plus tard. Autre moment, même critère, l'amour, la tolérance et la bonté. Te souviens-tu des paris surmontés et d'une œuvre accomplie qui émerveille et des chants fredonnés qui nous éveillent? Te souviens-tu d'avoir été heureux? Vive la Commune. Merci. Pardon ? Tu veux dire un petit mot? Moi, je pense qu'on a à peu près, oui, on a parlé, on a essayé de parler des origines, ce qui n'est pas, peut-être qu'on n'entend pas. Pardon. On n'entend pas, non? Oui. Donc c'est pas forcément un sujet simple de parler des origines de la commune, car ces origines, je pense, elles ne sont pas simplement des origines historiques, et je pense qu'il y a quelque chose dans la commune qui dépasse tout, quoi. Et je pense que la commune, en fait, elle a une valeur réellement anthropologique, quoi. Voilà ce que je peux dire, en fait. Voilà. Elle est contemporaine. Toujours contemporaine.